qui était-il vraiment? Un médecin visionnaire? Un astrologue de génie? Ou bien un habile poète dont les vers obscurs continuent de nous fasciner? Le nom de Nostradamus résonne encore aujourd'hui avec un parfum de mystère et de soufre. Voilà plus de 5 siècles que ces prophéties alimentent l'un de nos peurs et nos espoirs. Ces écrits, rassemblés dans les prophéties, sont devenus un miroir de chaque époque. Il nous a laissé un héritage crypté, une énigme littéraire. Entrez avec moi dans les coulisses de l'histoire. Nous sommes en Provence, au cœur du XVIe siècle. Grands bouleversements, guerre de religion, épidémie dévastatrice. C'est là que naît Michel de Nostredame, à Saint-Rémy de Provence. Il est le fils d'une famille de notables, récemment convertis. Très tôt, il montre une intelligence vive. Son grand-père l'initie au secret des plantes, aux mathématiques et à l'étude des astres. Une éducation humaniste qui forge son esprit exceptionnel. Né en 1503, Michel de Nostredame. Il incarne l'homme de la Renaissance, savant, humaniste, profondément curieux des mystères du monde. Il entame ses études à Montpellier, bastion du savoir médical. Il y apprend l'art de guérir, l'anatomie, la science des remèdes. Mais il se distingue bientôt de ses pairs. Il refuse les pratiques comme la saignée qu'il juge dangereuse. Il préfère observer, expérimenter, prôner l'hygiène et les décoctions. Sa réputation de guérisseur grandit. Il parcourt la France et l'Italie, confronté aux pires fléaux. Il soigne sans compter, notamment pendant la peste. Son courage lui vaut une pension d'ex. Il perd sa première femme et ses 2 enfants. Brisé, il cherche des réponses au-delà de la médecine. Il s'installe à Salon de Provence et fonde une nouvelle famille. La nuit, il s'enferme dans son cabinet pour veilles et méditations. Il dévore traités d'astrologie, textes anciens et ouvrages de prophètes. Il pratique l'hydromancie. Observer le reflet pour deviner l'avenir. Pour partager ses visions, Nostradamus a inventé une forme d'écriture unique. Il rédige ses prophéties sous la forme de quatrains, courts poèmes de 4 vers regroupés par centaines, les centuries. Il joue avec mots, images et sonorités. Un mélange de vieux français, latin, grec et provençal, un véritable code, un labyrinthe de mots conçu pour brouiller les pistes. Il vivait à une époque dangereuse, l'Inquisition menaçait. Son style cryptique le protégeait, je suis un poète inspiré, pas un devin. Ambiguïté, défense. Il était convaincu que l'avenir ne devait pas être révélé trop clairement. Un avenir trop précis aurait paralysé ou incité aux actions dangereuses. Il laissait donc ses lecteurs face à une énigme. La publication fut un défi, mais la première édition paraît à Lyon en 1555. Elle contient les 3 premières centuries et partie de la 4e. Le succès est immédiat, on s'arrache ses almanachs et centuries. Ces quatrains sont si vagues qu'ils s'appliquent à de multiples époques. Noms déformés, dates absentes ou codées, descriptions métaphoriques. Un lion jeune peut être un jeune souverain, une grande cité, Paris, Londres ou New York. Parmi ces centaines de quatrains, certains ont frappé les esprits. Ils résonnent avec des événements majeurs. La plus spectaculaire, la mort du roi Henri II. Le lion jeune le vieux surmontera. Dans cage d'or les yeux lui crèvera. En 1559, la lance du comte Montgomery perce le casque du roi. Il agonise 10 jours. Il écrit « Beste farouche ». Plupart du chant en contre Ister. Pendant des siècles, on pense au Danube, Ister. Au XXe siècle, beaucoup y voient l'annonce d'Hitler et d'une Allemagne en cage de fer. Un autre quatrain a été associé à la Révolution française. Par le Senat, au peuple, foi y promise. Chant, cris en pleurs. Interprète, y voit-il la fuite de Louis XVI et la terreur. Mise au bord. Guillotine. Comme toujours, l'interprétation est postérieure, une gymnastique intellectuelle. Les coïncidences restent troublantes, mais souvent a posteriori. Ces vers fonctionnent comme un test de Rorschach. On y voit ce qu'on veut. Le débat reste ouvert. Chaque interprétation ajoute à la légende. Intuition géniale, ou vers si vague qu'ils s'adaptent à tout. La légende perdure parce que la question demeure irrésolue. Plus de 450 ans après sa mort, 1566, la fascination ne faiblit pas. Il est sans doute le prophète le plus célèbre de l'histoire occidentale. Son nom évoque prédictions apocalyptiques et savoir occulte. Ses prophéties, imprimées, traduites, commentées. À chaque grand cataclysme, on cherche ses vers. Des exégètes professionnels et des amateurs scrutent ses vers. On cherche un sens caché, une signification secrète. Il inspire cinéma, télévision, littérature et documentaire.
Mais son nom a servi de label à des charlatans et manipulateurs. Ces vers, sortis de leur contexte, ont alimenté la peur. Ils ont été détournés pour justifier théories du complot et panique. Il est une figure incontournable de la culture populaire, pour le meilleur, et souvent pour le pire. Alors, que reste-t-il de Nostradamus aujourd'hui? Est-il un guide pour l'avenir ou une relique du passé? Historiens, ces quatrains sont trop vagues pour être de véritables prédictions. Aucune preuve qu'une prophétie ait été comprise avant sa réalisation. C'est l'art de faire coïncider un texte flou avec un fait précis. Le véritable secret de Nostradamus, peut-être n'est pas de voir l'avenir, mais dans sa profonde compréhension de la nature humaine. Il savait notre besoin irrépressible de sens face au chaos. Il nous a offert un miroir poétique où nous projetons nos angoisses et espoirs. Son œuvre n'est pas un livre de l'avenir, mais un livre sur nous-mêmes. Siècle après siècle, nous revenons à Salon de Provence écouter ses murmures. Pour comprendre non pas l'avenir, mais nous-mêmes. Les scientifiques, ces quatrains sont trop vagues. Les interprétations sont rétrospectives. On aligne puzzle après puzzle pour faire coïncider mots et faits. Pourtant, le doute persiste et le mystère demeure entier. Peut-être que son plus grand don fut de nous offrir un miroir poétique. Un miroir dans lequel nous projetons nos peurs, nos espoirs, notre histoire. Il savait que l'humanité chercherait toujours un sens. Il nous a laissé un livre qui parle plus de nous que de l'avenir. Le Mage de Salon de Provence, un guide insaisissable. Et c'est pour cela que nous revenons, siècle après siècle.